7h41 dans votre matinale week-end, nous décryptons la situation à la fois inédite et tragique au Niger. Jeudi soir, la CEDEAO a tapé du poing sur la table. Elle a annoncé l'activation immédiate de sa force d'intervention, mais parallèlement, elle s'est dit toujours ouverte à des discussions. Bon alors, où en est-on aujourd'hui, un peu moins de 48 heures après cette annonce? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Niagale Bagayoko. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau de LCI. Vous êtes chercheuse en relations internationales, président de l'African Security Network. Alors, plus de 2 semaines se sont écoulées depuis ce putsch. Il y a quasiment 2 jours, la CEDEAO a tapé du poing sur la table. Pourquoi, d'après vous, n'est-elle toujours pas intervenue ? Alors, il y a plusieurs raisons, et notamment des procédures internes à l'organisation elle-même et propres aux États membres de l'organisation également. Il apparaît que des voix se sont élevées, notamment au Nigeria, qui est apparu comme l'État le plus allant pour participer à une intervention, à travers les préventions exprimées à titre consultatif par le Sénat du pays, ce qui a laissé penser qu'il pourrait être difficile d'obtenir son aval, qui est nécessaire d'un point de vue constitutionnel. Il est indispensable. Nécessaire. Le président a quand même la possibilité d'engager les forces armées du Nigeria durant 8 jours, mais ensuite il lui faut obtenir cette validation du Parlement. Cela dit, il y a eu des cas où les forces ont été prépositionnées, engagées, et donc il a été difficile de les faire revenir en fait, et d'annuler l'intervention en début d'engagement. Mais est-ce que d'après vous, ça sert encore d'attendre ? Est-ce qu'il ne fallait pas intervenir dès les premières 24 heures plutôt que d'attendre maintenant ? Est-ce que vous pensez qu'on arrivera à trouver une issue diplomatique ? Alors, il y a 2 questions dans ce que vous formulez. Pourquoi n'y a-t-il pas eu d'intervention ? Il faut se représenter les lieux. À Niamey, le palais présidentiel se trouve au centre de la ville, même si il est entouré de ministères, donc qui ne sont pas habités par des civils. Je pense qu'il y a eu la peur face à la capacité démontrée immédiatement par la junte de mobiliser les populations en sa faveur, qu'on a encore constaté hier, que des civils soient impliqués dans des combats potentiels. Cela dit, ça ne signifie pas que cette option militaire, dans une opération, comme vous le mentionnez, coup de poing ou chirurgical, est abandonné. Il est totalement possible, dans les options, dans les différents scénarios qui sont envisagés, qu'elles se déroulent de nouveau, mais il y en a d'autres, comme des show of force, des démonstrations de force, avec la mobilisation de l'aviation des différents pays, ou effectivement des déploiements de troupes, mais qui paraissent quand même beaucoup plus compliqués. Vous parliez de la mobilisation opérée par la junte. On a vu ces images de manifestations pro-putschistes devant cette base militaire française. Est-ce qu'il faut y voir un retour aussi de la France au premier plan avec ce choix de lieu pour manifester ? Alors, il faut savoir que les symboles de la politique étrangère de la France sont toujours ceux qui sont les premiers à être ciblés dans toutes ces manifestations que l'on constate dans les différents pays qui ont fait l'objet d'une prise de pouvoir par les militaires. On l'a vu de manière particulièrement violente au Burkina Faso, et il se reproduit en réalité le même scénario, mais de manière amplifiée, si on regarde le nombre de manifestants présents. Donc au lendemain du putsch, on a vu ces atteintes très violentes aux locaux de l'ambassade de France, et là c'est la base aérienne projetée de Niamey qui est prise à partie. Mais ce n'est pas un retour de la France, c'est que la France est présente au Niger depuis que l'intervention de l'opération Barkhane a commencé, puisque tous les moyens d'intervention au Mali ou dans la zone ont toujours été prépositionnés à Niamey, ça il faut le savoir, cette base aérienne projetée, qui d'ailleurs n'est pas uniquement
utilisé par les Français, mais aussi beaucoup par les Américains. Et ce qui s'est produit, c'est que lorsque la France a été forcée de quitter le territoire du Mali puis du Burkina Faso, il y a eu une bascule de son dispositif vers le Niger. Il y a désormais 1500 hommes qui sont déployés, mais pas dans cette base. Ils sont déployés particulièrement dans la région de l'ouest de Tillabéri. En dehors de la capitale, semble se développer un mouvement de sécession avec des Touaregs, avec également des soutiens du président élu. Est-ce qu'il faut s'attendre à un éclatement du pays ? Alors moi, je ne parlerai pas d'éclatement du pays, mais d'éclatement de la sous-région qui est en cours, de toute façon. La dynamique que vous mentionnez, à mon avis, est davantage à attendre du côté du Mali, où l'actualité du Niger rend moins visible ce qui est en train de se produire, c'est-à-dire en fait une reprise des hostilités entre le gouvernement de Bamako et les groupes indépendantistes ou autonomistes Touareg du Nord. Ça se fait à bas bruit, mais il y a eu des incidents assez graves au cours des derniers jours qui impliquaient d'ailleurs les partenaires Wagner de Bamako. Mais au Niger, la situation est différente. En fait, c'est un conseiller très proche de Mohamed Bazoum qui s'appelle Rissa Agboula, qui a fait un appel en déclarant avoir créé un conseil de défense de la République et qui est un ancien chef rebelle, mais qui, comme souvent, a été réintégré dans les processus de décision. Il était chef rebelle dans les années 90 et 2000, mais cet appel ne semble pas de nature à provoquer vraiment un mouvement armé important, notamment parce que ses anciens frères d'armes dans la région d'Agadez s'en sont désolidarisés. Concernant l'opinion publique au Niger, est-ce que vous pensez que les Nigériens laisseront faire? On voit de plus en plus d'habitants qui rallient finalement les putschistes. Est-ce qu'on peut imaginer, évidemment ce serait effroyable, mais un bain de sang dans la ville? Moi, ça fait vraiment... S'il y a intervention, évidemment. Tout à fait, ça fait vraiment partie de mes craintes dans la mesure où il y a une hostilité profonde et ancienne à la présence militaire internationale. C'est vraiment quelque chose de très répandu qui ne se faisait pas de manière très visible ou très audible, mais qui est présent depuis longtemps. Il ne faut pas oublier que l'un des incidents les plus graves qui a concerné l'armée française en lien avec des civils s'est produit sur le territoire du Niger lorsqu'un convoi en provenance de Côte d'Ivoire qui transitait par le Burkina Faso et par le Niger pour apporter du matériel à l'opération Barkhane, donc un convoi encadré par des militaires français, a été pris à partie de manière extrêmement violente par des manifestants. Il y a eu des tirs de sommation de la part de l'armée française et il en a résulté 3 morts. C'était en novembre 2021 et c'est resté dans les mémoires cet incident. Donc je pense qu'il y a un terreau très favorable à la manifestation d'une hostilité contre la France, mais aussi contre la CEDEAO, qui est une organisation qui a été perçue comme étant complice d'un club de chefs d'État, notamment parce qu'elle n'a pas appliqué ces décisions qui datent des années 2000, qui visaient à passer d'une CEDEAO des États à une CEDEAO des peuples. Ça fait partie, si vous regardez les slogans, c'est très souvent brandi pour une CEDEAO des peuples, non au club des chefs d'État. Et ça renvoie aussi au fait qu'on reproche à cette organisation d'avoir été extrêmement indulgente envers ce qu'on appelle des coups d'État civils, c'est-à-dire les changements de constitution pour prolonger au pouvoir certains dirigeants dans le cadre de 3e mandat et notamment en Côte d'Ivoire ou en Guinée. Mais on n'a pas d'idée de la proportion de la population qui pourrait être pro-putschiste et puis la part de la population qui serait, disons, plus tolérante à une opération? Alors, c'est très compliqué à mesurer. Ce qui est évident, c'est que la ville de Niamey est historiquement aux mains de l'opposition. Donc, ce n'est pas forcément un instrument de mesure facile. On mobilise à l'évidence beaucoup plus facilement à Niamey contre le pouvoir en place, et notamment contre le parti qui s'appelle le PNDS, qui est au pouvoir
voir en réalité depuis plus d'une dizaine d'années. Mais si on va par exemple dans la région de Tawa, qui est celle où ce parti est le mieux implanté, on a assisté à des manifestations de soutien au président Bazoum. Donc, en effet, selon l'environnement, il faut rappeler qu'on est sur un territoire absolument immense, avec des réalités politico et géographiques très très différentes. Là, le soutien peut varier, mais on est aussi face à une junte, donc qui par définition dispose de moyens militaires, armés, et donc il est difficile d'exprimer un soutien aussi forcément dans des conditions pareilles. Une dernière question, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre ces prochaines heures ? Alors, il y a plusieurs scénarios. Est-ce que la menace de recours va suffire à l'intervention militaire, non, à réengager une dynamique de dialogue, on ne sait pas. Il y avait une réunion importante du comité des chefs d'état-major qui devait se réunir aujourd'hui, qui a été reportée. Est-ce parce que des négociations ont pu être rouvertes avec la junte? C'est quand même peu probable parce qu'elle paraît extrêmement braquée, extrêmement déterminée. Ou est-ce que une intervention coup de poing pourrait intervenir? Il y a des différents échos dans ce sens. Merci beaucoup Niagale Bagayoko d'avoir été avec nous, c'était extrêmement intéressant.